Bonjour et bienvenue. J'espère que vous portez merveilleusement bien. Aujourd'hui, on va aborder un petit peu ce que sont les chakras. Je ne sais jamais quand c'est en direct avec ce truc. Je redis bonjour au cas où. J'espère que vous portez merveilleusement bien. Aujourd'hui, on va parler de chakras. Voilà. Et on va parler de chakras dans environ 3 minutes. Soyez les bienvenus en rediffusion ou en direct. Donc en rediffusion à la minute 3. On parle chakra, on parle conscience et deux, trois petites choses qui, j'espère, seront susceptibles de vous intéresser. En attendant, je bois mon café. Alors, est-ce que le live fonctionne? Est-ce que tout va bien? Ah. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que l'image est bonne? Est-ce que tout ça va bien? On parle de chakra aujourd'hui. On va dire deux, trois petites choses et éventuellement raligner une ou deux choses sur ce que sont réellement les chakras, à quoi ils servent et comment ils fonctionnent. J'espère que le sujet vous intéressera. Laissez-moi savoir juste si le son ou l'image et l'image sont OK. Bonjour Maurice, merci beaucoup. Tu vas bien? La vie est belle? Bonjour Stéphanie. On laisse passer encore 1 minute 30. Parler d'anatomie et de physiologie des chakras dans 55 secondes. À la fin du live, vous saurez tout sur les chakras. Ça brasse pour moi actuellement. Si besoin est, tu sais où me trouver, Maurice. Hmm. Si je peux être là pour toi, ce sera avec plaisir, évidemment. Bonjour Muriel, bienvenue. On commence dans 12 secondes, soyons suisses. Alors, bonjour et bienvenue en direct en rediffusion. Heureux de vous accueillir. Aujourd'hui, on va parler un tout petit peu de ce que sont les chakras et un petit peu à quoi ils servent. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans la nouvelle littérature, si je peux dire ça, si je peux dire ça comme ça. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Il y a beaucoup de choses qui sont dites qui sont malheureusement parfaitement inexactes et qui c'est un peu embêtant. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'on a un huitième chakra, un neuvième, un 12e chakra parce que la conscience humaine est en train de s'évoluer et tout ça. Tout ça, c'est complètement faux. Ça fonctionne pas du tout comme ça. On va mettre deux, trois petites bases. D'abord, pour mettre deux, trois petites bases, il faut qu'on parle, avant de rentrer dans ce que sont les chakras, de deux ou trois petites choses. Il y a, on va dire, trois champs très spécifiques. Il y en a un qui va s'appeler les thalas. Les thalas, ce sont des préformes, la prématière, euh, se situe au niveau des cuisses et là-dedans il y a des champs de conscience qui sont plus constrictifs que les champs de conscience humains, si on peut dire ça comme ça. Donc à ce niveau-là, il y a un certain nombre de quelque chose qu'on pourrait appeler chakra, même si le terme n'est pas tout à fait exact, mais qui va exister, qui sont des champs de conscience un petit peu plus, voire largement plus constrictifs que les champs dans lesquels la race humaine vit. Dans les thalas, il y a, j'ai dit les préformes, la prématière, il y a aussi tout ce qui va traiter des fonctions primaires de la vie, de l'existence. Ça, c'est un premier champ de conscience. Il y en a un deuxième champ de conscience qui s'appelle les champs sacriques de la conscience.
Et le champ chakrique de la conscience, c'est celui dans lequel nous vivons, nous, en tant qu'êtres humains. On vit dans le champ chakrique de la conscience, et là, nous avons toutes les expériences humaines dans lesquelles nous vivons et nous existons. Et puis, il y a un plan supérieur qui est les karunas, qui est un plan, je vais le qualifier de plus mystique pour faire simple, on ne va pas faire tout ça en détail, mais il y a pas mal de choses, qui est un plan qui sont des plans plus subtils, et il y a de nouveau 7 plans à ce niveau-là, avec un certain nombre de centres de conscience qui existent, qui pourraient être comparables à des chakras, mais qui ne sont pas des chakras, qui sont juste de la conscience pure, spécifique et définie. On les trouve dans la littérature, pardonnez-moi. Et c'est peut-être que là, il y a une confusion où il y a des personnes qui imaginent qu'on a des chakras supplémentaires qui poussent. Alors, il n'y a pas de chakras supplémentaires qui poussent, mais par contre, avec une certaine sensibilité mystique, avec une certaine intuition, on va pouvoir capter ces chants qui sont les karunas, qui sont des bénédictions, pardonnez-moi, et qui ne se mêlent jamais de notre vie. On doit reculer un tout petit peu, on doit leur demander d'entrer dans notre vie pour qu'ils puissent entrer dans notre vie. C'est des endroits où on peut, comme tout est à l'intérieur de nous, c'est des endroits où l'on peut aller, c'est les étages supérieurs du mental, si je peux dire ça comme ça. C'est pas mystiquement exact, mais pour pouvoir comprendre, ce sera suffisant, je pense. Et ce sont des états de conscience qu'on peut visiter. C'est là où on peut avoir, je vais qualifier ça d'état extatique, de la conscience, des visions profondes, des compréhensions profondes sur la mystique, sur la spiritualité. C'est là où on peut avoir des enseignements spécifiques au niveau des karunas quand on peut y voyager. On peut y voyager quand on calme son mental. C'est pas quelque chose de très compliqué. Il n'y a rien de compliqué mystiquement, en vrai. C'est plutôt quelque chose d'assez simple. Donc il y a ces 3 aspects de la conscience. Et dans ces 3 aspects de la conscience, bien ce qui arrive à amener l'idée qu'il puisse avoir un 8e, un 9e, un 11e, un 12e chakra, je pense que de par leur sensibilité, leur degré de perception, peuvent ressentir ces états spécifiques et de là en déduire que c'est des champs chakriques. Ce ne sont pas du tout des champs chakriques, ce sont 2 choses qui se traitent différemment. Alors quand on parle de chakra, il y en a combien? Alors quand on parle de chakra, il y a 2 écoles. Il y en a qui parlent de 72 000 et il y en a qui parlent de 144 000. Il y en a le même nombre que des nadis. Donc il y a 144 000 nadis, il y a 144 000 chakras. Et les chakras, ce sont des vortex énergétiques, des roues qui sont au bout des nadis. Les nadis sont des veines énergétiques de l'astral dans lequel circule quelque chose qui s'appelle le prana. Donc il y a 144 000 chakras. Et il y a 6 chakras fondamentaux qui sont vraiment reliés aux états et à la manifestation de notre conscience, de la manière dont nous avons conscience et nous observons et nous regardons la vie, et c'est cela-là qui nous intéresse réellement, bien qu'il y en a 72 mineurs qui vont être intéressants dans certains types de travail, mais pas plus, pas moins que ça. Donc on en a 6 qui représentent nos états de conscience. Il y en a un 7e, mais c'est pas réellement un chakra, c'est celui qui nous permet de voyager dans les mondes supérieurs, si on peut dire ça comme ça. Sahasrara chakra, qui est le lotus aux 1000 pétales. Alors, 6 chakras importants, pourquoi est-ce qu'ils sont importants? Eh bien, parce qu'en fait, ils vont représenter nos états, nos états de conscience. Alors normalement, le premier chakra, il est censé être en haut et on descend mystiquement, mais usuellement, dans le langage sociétal, si je peux dire ça comme ça, c'est l'inverse. On dit que le premier chakra est au niveau du sacrum. C'est pas très important, c'est juste histoire que tout le monde comprenne ce qu'on est en train de dire, parce que vous mettez le premier en haut, le premier en bas, ça va rien changer à la vie. Donc, normalement, dans les textes, les références au premier chakra, c'est en haut et après on descend. Dans le langage usuel, c'est en bas, donc on va rester avec le langage usuel. Quand on parle du premier chakra, eh bien, le premier chakra va traiter à le niveau subconscient. Le deuxième chakra va traiter le niveau inconscient. Le troisième chakra va traiter le niveau préconscient. Le quatrième chakra va traiter le niveau conscient. Le cinquième chakra va traiter le niveau supraconscient. Et le sixième chakra va traiter de la conscience Dieu, si on peut dire ça ainsi, une partie de la conscience Dieu manifestée. Et le septième chakra est quelque chose qui est une porte de passage, si on peut dire ça comme ça, pour faire très très simple. Il y a énormément de choses dans le septième, dans Sahasrara chakra, ça peut donner un livre entier, tellement son anatomie est intéressante et complexe. Donc les chakras vont donner ça. Dans le Kriya Yoga, ce que je trouve être très très intéressant, parce que si je vous dis Muladhara chakra,
ça va rien vous dire. Vous allez pouvoir me dire oui, il y a une pierre rouge, une pierre bleue, une pierre jaune, tout ce que vous voulez là autour, mais on s'en fout en vrai de tout ça. C'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est de comprendre son fonctionnement pour pouvoir aller l'explorer et travailler. Donc, si je vous dis Muladhara, ben, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Par contre, si je veux vous enseigner qu'est-ce qu'un chakra, je vais vous dire que le premier chakra, c'est lié à Saturne. Donc, si vous avez une légère connaissance de la mythologie, eh bien, vous savez que Saturne est Chronos, vous savez que Saturne est le temps, vous savez que Saturne est constrictif, vous savez que Saturne est sombre, vous savez que Saturne est froid, vous savez que c'est la planète la plus lente, etc., etc. Donc, vous allez pouvoir commencer à comprendre, je vais utiliser ce terme-là, la psychologie du chakra, ce qui est intéressant. Vous allez comprendre ce qui s'y passe. Alors, comme c'est la partie la plus constrictive, elle va concerner évidemment le corps. Et donc la première, c'est Saturne. La deuxième, c'est Jupiter. Jupiter, c'est le dieu des dieux, c'est expansif. C'est quelque chose, nous avons la construction et l'expansion qui sont juste ensemble. C'est un point très important quand on parle des chakras. Et là-dedans, vous allez comprendre que ça a à voir avec l'inconscient de votre identité, une partie de votre identité qui est occultée par votre ego, par votre conscience, si on peut dire ça comme ça, pas votre conscience, mais votre conscient. Une partie qui est occultée, vous allez trouver un certain nombre d'informations qui vont être liées à ça. Le troisième, ça va être Mars. Mars, il est très intéressant, il a deux aspects. Mars, c'est à la fois le dieu de la guerre et c'est aussi le chevalier à l'armure dorée. C'est celui qui est au service de la vie, Mars. Et la race humaine, elle est incarnée en Mars. Il n'y a qu'à regarder comment fonctionne le monde dans lequel on est. Mars, c'est un petit peu la partie de l'égoïsme, si je peux dire ça comme ça. Vous savez, je pense à moi avant les autres. Moi. Les droits, moi j'ai le droit, moi je veux, moi je peux tout avoir, moi. Ça, c'est Mars chakra. Et on est incarné dans Mars chakra. On parlera un tout petit peu des sous-niveaux, on va effleurer ça. Et puis après, il y a Vénus, Vénus qui est au centre de la poitrine, qui est lié à l'amour, mais il y a deux aspects. Il y a l'amour égoïste qui est là. Donc, ce qu'on aime, c'est un peu l'effet Aphrodite, si on a envie de dire ça comme ça. Un peu l'effet Aphrodite de l'amour, ce qu'on choisit d'aimer, ce qu'on a envie d'aimer, les raisons pour lesquelles on aime, nos attractions, nos répulsions. Donc, quand beaucoup de personnes parlent de vivre avec le cœur, si la conscience est dans la partie inférieure du chakra du cœur, eh bien, c'est la partie égoïste. Et en règle générale, c'est souvent ça qui est projeté. On vit avec le cœur parce qu'on veut que le monde ressemble à qui nous sommes. Nous avons ce besoin fondamental-là. Et c'est pas, il n'y a aucun mal avec ça. Il faut juste en être conscient. Euh, et le monde extérieur reflète ce qu'on a à l'intérieur. Donc cette partie-là, eh bien, elle traite de l'amour égoïste. Et la partie supérieure, et c'est là où ça devient intéressant, c'est Vénus à l'état pur. C'est pas l'amour inconditionnel parce que ça veut rien dire amour inconditionnel, c'est l'amour non égoïste. Et l'amour, c'est Shaliji qui dit ça, et j'aime beaucoup l'amour non égoïste, qui est quelque chose qui est très intéressant et sur lequel il faut méditer profondément. Il y a une phrase que j'aime toujours parce que elle a tendance à être un petit peu choquante et à déranger un petit peu les gens. Et j'aime bien faire ça parfois pour des raisons assez spécifiques, parce que quand on bouscule le mental, eh bien, il y a des choses qui ressortent et qui nous permettent d'avoir de profondes réflexions. Euh, Quel est pour vous le plus grand dictateur qui ait jamais existé sur cette belle planète? Et la question suivante, c'est êtes-vous capable de l'aimer? Et la question que je pose en troisième point, c'est pensez-vous que Dieu n'aimait pas Hitler? Après, mais je vous laisse avec la pensée parce que je la trouve profondément drôle. Après, il y a Mercure. Mercure est intéressant parce que Mercure, c'est celui qui communique avec les dieux. C'est celui qui communique entre les plans divins et les plans humains. Dans Mercure, il y a aussi quelque chose d'autre. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect de l'intelligence, de la connaissance, de l'étude, et il y a aussi l'aspect du faiseur d'ego. C'est ici qu'il y a le faiseur d'ego, dans sa partie la plus subtile jusqu'à ce qu'elle devienne un petit peu plus grossière, la partie exprimée de l'ego que j'ai sur la planète Terre, comment je me comporte, etc., pour faire simple. Mais il y a la partie subtile du faiseur d'ego, ce qui veut dire qu'il y a la première identité. Il y a Dieu qui est Nirguna Brahma, qui est sans attribut, et Dieu manifesté, qui est Dieu avec attribut. Et le Dieu avec attribut, c'est la partie la plus subtile du faiseur d'ego, parce qu'il n'y a pas de deux, il n'y a pas de séparativité. Et quand nous arrivons là à la conscience de soi, avec un S majuscule, ou la conscience de la vie, qui est la manifestation de Dieu, qui est Dieu avec attribut. C'est à ce niveau-là, au niveau du soleil. Ici, c'est Mercure, ici, c'est le soleil qui est en relation directe avec la Lune. Donc ce sont les 7 plans de la conscience qui peuvent être un petit peu plus élaborés, mais on n'est pas là pour ça, qui vont nous permettre de vivre la vie et d'observer la vie et de voir la vie telle qu'elle est. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont dites sur les chakras
Il y a des gens qui sont incarnés dans le cinquième chakra, qui ont leur conscience dans le sixième chakra. C'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'en vrai, dans les chakras, il y a des sous-plans, si vous voulez. Vous avez le premier plan de l'arbre chakrique, et puis au niveau de Mars, où la conscience humaine est incarnée, il y a de nouveau un deuxième plan, avec de nouveau 7 plans de la conscience, les mêmes, Saturne, Jupiter, etc. Et il y a encore une fois ça, donc ça veut dire qu'il y a 3 sous-plans. Et on est dans Mars, on peut être Mars quelque chose, Mars, on va dire, et après Mars, encore quelque chose. Donc, on peut être Mars, Jupiter. Si on est Mars, Jupiter, on aura une tendance à être gourou. Si on est Mars, on aura une tendance à être policier. Si on est Mars, Mercure, on aura une tendance à étudier. Si on est Mars, Vénus, on aura une tendance à aimer l'art, etc., etc. Donc, ça va définir et polariser comment nous fonctionnons dans notre psychologie. Et c'est un petit peu ça qui est intéressant avec les chakras. Est-ce que jusque-là, ça vous intéresse et vous arrivez à suivre? J'ai l'impression que je parle assez vite. Est-ce que jusque-là, c'est intéressant pour vous et est-ce que ça fait des questions? Donc, ce qui est intéressant dans les chakras, c'est que ça parle de notre conscience et ça parle de là où nous portons nos attentions. Ça parle de là où nous libérons du karma ou pas, parce que le karma est stocké dans l'astral et dans les pétales de chakra. Et quand le temps est propice, eh bien c'est là où le karma peut venir. Comment sait-on si l'on est Mars, Vénus ou autre? C'est une bonne question. Il y a des techniques de méditation qui permettent de savoir où est notre conscience. Donc, en règle générale, on utilise le symbolisme, on voyage dans le centre de sa colonne vertébrale. Alors, il y a des étapes, ça prend un petit peu de temps. C'est pour ça que ça demande un petit peu de cheminement, parce qu'il faut d'abord, si on met les choses dans le bon ordre, désémotionnaliser son mental. Tant que le mental n'est pas désémotionnalisé, il n'y a rien qui se produit. Quand quelqu'un parle qu'il médite régulièrement, il suffit juste de regarder son émotionnalité. Et si son mental a beaucoup d'émotions, il n'y a pas de méditation. Le mental va, euh, le mental va se désémotionnaliser progressivement. Donc, il faut comprendre que les émotions, ce n'est pas nous, nous ne sommes pas les émotions. Les émotions appartiennent au mental. C'est pas vous qui êtes émotionnel, c'est votre mental qui est émotionnel. Il faut comprendre qu'on n'a pas besoin de répondre aux émotions. C'est pas obligatoire. On peut juste observer et trouver ça intéressant. Ça facilite grandement la vie d'ailleurs. Et puis après, on peut utiliser des techniques comme les pranayamas, qui sont des respirations qui vont aider. Le souffle de la forge va aider à apaiser le mental, par exemple. On peut utiliser des techniques comme Neti. Maîtriser le mental, c'est une aberration, c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Par contre, discipliner, ce qui est tout à fait autre chose, le mental est quelque chose qui est assez intéressant. Donc, une fois qu'on fait ça, on va pouvoir voyager dans le centre de sa colonne vertébrale. Donc, quand on arrive à garder l'esprit concentré et conscient pendant quelques instants, moi, quand il y a des gens qui me disent qu'ils méditent pendant 5 heures, ça me fait beaucoup sourire, sauf si c'est des yogis expérimentés qui ça fait 30 ans qui méditent, parce que là, oui, éventuellement, mais on ne médite pas. Peut-être qu'on va faire une petite parenthèse. On ne médite pas. La méditation, c'est un état spécifique de la conscience. Il n'y a personne qui est là pour méditer. La méditation, c'est un état d'attention sur un objet défini. Mais par exemple, si on parle pour répondre à la question, ben, mon état d'attention va être sur ma colonne vertébrale pour savoir où se situe ma colonne. Où se situe ma colonne, oui, ben, dans le dos. Où se situe ma conscience. Et en fait, je vais utiliser un symbole, par exemple un soleil, qui va représenter ma conscience, puis je vais voyager dans les chakras et je vais observer ce qui s'y passe. Je vais ressentir plutôt qu'observer. Il y a d'autres techniques plus avancées où on peut faire un certain nombre de choses, mais je vais aller ressentir ce qui se passe et je vais avoir différentes sensations et ressentis à chaque étage de la conscience. Ce qui fait que ce qui fait que je vais pouvoir savoir où je suis. Après, il y a l'observation de comment je fonctionne dans ma vie. Si vous connaissez un petit peu la symbolique des planètes en astrologie, vous pouvez en déduire à peu près comment vous fonctionnez. Par exemple, moi je sais que j'ai un niveau mercurien qui est obligatoire parce que il y a deux, Mercure et Jupiter, mais ils sont liés entre eux, mais il y a un niveau mercurien qui est là parce que les études, parce que c'est quelque chose qui est tout le temps dans ma vie. Ma bibliothèque est grande depuis tout le temps, je passe mon temps dans les livres, donc ça c'est typologique.
typiquement, pardonnez-moi, une conscience qui est mercurienne. Il y a une conscience qui est jupitérienne qui est là aussi parce que le mysticisme me passionne depuis que je suis gosse à peu près. Donc on peut observer et aussi avoir des conclusions. Après, c'est pas super important de le savoir en vrai, mais ça donne un point. C'est comme les tests psychométriques. Ok, on sait qu'on a un degré de conscienciosité X, un degré de ça. Ok, c'est bien, on se connaît, mais c'est pas vital. C'est absolument pas vital. Donc, on peut faire ça comme ça. Quand le mental est équilibré, on ne ressent plus d'émotions. Non, 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 on ne devient pas des pierres, pas du tout. Non. C'est le fonctionnement émotionnel est totalement différent. Ça veut dire que l'émotion, euh, elle passe et elle s'en va. Il n'y a personne qui s'agrippe à l'émotion. On les laisse passer, on les laisse vivre comme les pensées, comme autre chose, mais il y en a. J'ai regardé, je vous encourage à le regarder si ça vous intéresse, mais j'ai regardé en début, je ne sais plus quel jour, bref, peu importe le jour, j'ai regardé sur Netflix. Et oui, je regarde Netflix de temps en temps, la série sur Winston Churchill, pardonnez-moi. Et en fait, j'ai été profondément ému et touché parce que ça parle de la guerre mondiale, ça parle de l'horreur humaine, ça parle de tout ça. Donc il y a des choses qui sont là. Mais quand j'éteins le poste de télévision, c'est parti. Il n'y a rien qui dure. Quand quelque chose se produit dans la vie, il y a quelque chose. Par contre, des réactions vraiment angulaires, il y en a quasi plus. Ça existe quasi plus. C'est juste que ça s'équilibre et il y a moins de variations dans les émotions, il y a moins d'emprise et je ne pardonnez-moi, je ne m'identifie pas à ça, donc je les observe et elles passent et je fais oh c'est intéressant, c'est un petit peu ça. Donc non, il n'y a pas un moment donné où les émotions il y en a plus, c'est pas vrai, c'est électrochimique, c'est quelque chose qui fait partie de la nature humaine. Les personnes qui expliquent qu'ils ont plus d'émotions sont des menteurs patentés, ça n'existe pas. Par contre, il y a une régulation de l'angularité et du champ émotionnel, ça bien évidemment, oui. Si l'on ne ressent rien ou pas grand-chose, c'est juste une question d'entraînement et de patience. Alors, on s'éloigne des chakras, mais c'est bien. Um, je vais te répondre différemment. En fait, il faut s'éloigner de vouloir ressentir, parce que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est alors la pratique, ça c'est évident quand on parle de pratique mystique, mais ce qui est important, euh, c'est l'éveil et le samadhi. C'est pas de ressentir un chakra, c'est pas de ressentir quelque chose. Si vous ressentez pas, vous occupez pas de ça. Juste faites le travail. À un moment, banat banat banjai. À un moment donné, c'est fait. Le vouloir visualiser des chakras dans tout, ça sert à rien. C'est juste de l'ego démesuré qui veut. C'est pas utile. Ça sert à rien. Si ça vient, c'est bien. Si ça vient pas, ne vous attachez pas à ça. Juste la pratique va permettre de pouvoir accéder à des états de conscience plus profonds. Tout le but de la pratique mystique, c'est pas de dire oh moi je suis spirituel, we don't care about the shit, c'est de la poubelle, c'est de l'ego démesuré. Le but, c'est que votre vie devienne harmonieuse. Le reste, on s'en contrebalance donc. Ça n'a aucune utilité. Toutes les théories sur Dieu, tout ça, ça sert à rien. Ça n'a aucune utilité. La seule chose que ça peut faire, c'est de pouvoir partager des symboles plus que des mots, mais des symboles, parce que les mots sont des prisons de l'ego absolu, des symboles pour qu'une personne qui choisit de prendre ces symboles-là, c'est l'idée de l'enseignant. L'enseignant, il est censé mystiquement, il partage des symboles. Je vous partage des symboles sur des planètes, à vous de les saisir, d'en faire quelque chose. Les symboles vont ouvrir votre inconscient d'une part, vont vous amener à méditer dessus, donc à prendre conscience de votre fonctionnement, mais le job final, c'est pas de dire ah la théorie des chakras c'est génial, le job final c'est que ça change votre vie. Parce que si ça vous mène pas à plus d'équilibre, à plus de douceur, à plus de bien-être, à plus de beauté, à plus de service, ben vous avez fait que parler, puis c'est rien passé, et ça n'a rien changé. Si ça n'adoucit pas votre karma, c'est complètement inutile. Tout le job, tout le job, c'est d'adoucir votre karma. C'est vraiment ça. Et quand on adoucit notre karma, eh bien, on a une vie plus équilibrée, plus heureuse, fondamentalement choisie. Le karma, c'est une boussole qui nous conduit vers notre futur, mais c'est une boussole à multiples aiguilles, et c'est à nous de choisir avec quel degré de conscience on veut avancer dans le futur pour pouvoir avoir une vie plus auspicieuse, une incarnation suivante plus auspicieuse, être dans 5 incarnations avec une vie plus auspicieuse. That's the job. Le but, c'est d'être heureux. Le reste, voilà, s'éloigner de vouloir ressentir, ça veut dire juste mettre l'intention de la pratique. Oui, si nos ressentis, ça veut dire que le job
Ça ne veut pas dire que le job ne se fait pas. Non, pas du tout. Absolument pas. Quand, une petite anecdote d'il y a une paire d'années dans ma vie, j'ai appris une technique qui permet de voyager dans l'astral à perpète. Et puis au tout début, que j'apprenais cette technique, on a travaillé à plusieurs. Et en faisant la technique, je me suis dit, je passe rien du tout. Fini la technique, les gens parlent, et puis la personne à côté de moi dit, ah, je t'ai vu dans l'astral, c'était bien. Moi, j'ai rien vu. Moi, j'ai rien senti. Moi, il s'est rien passé. Ça a duré un certain temps. Visualiser, pour moi, n'était pas la chose la plus facile. Vu mon fonctionnement cérébral, la visualisation 3D était assez compliquée pour moi. Avec le temps, les choses sont venues. Et puis après, j'ai appris à décoder le fonctionnement de mon cerveau. Si vous voulez comprendre par rapport à la sensibilité à percevoir des choses, essayez d'imaginer que votre cerveau, il fonctionne un peu comme une bibliothèque et il y a des livres dedans. Et peut-être que vos livres, ils sont en anglais, peut-être qu'ils sont en chinois, peut-être qu'ils sont en araméen ancien, peut-être qu'ils sont en symboles, peut-être qu'ils sont en dessin, ça n'a pas d'importance. Mais vous devez savoir comment votre inconscient, en général c'est plutôt en symbole qu'autre chose, mais c'est pour vous donner une métaphore, comment votre inconscient fonctionne. Il y a des gens qui sont beaucoup moins visuels, qui vont être plus auditifs, qui vont entendre des sons, qui vont avoir de la clairaudience, de la clairsentence, peu importe, ça va dépendre de vos affinités. Et avec le temps, ça c'est de l'éducation en vrai, c'est pas quelque chose qui se clash comme ça, c'est de l'éducation, la visualisation, j'ai appris à la faire. Il y a une technique de méditation assez spécifique où on médite sur des mandalas, sur des dessins assez complexes. Et en fait, le but, c'est de les garder à l'intérieur de son mental sans qu'ils bougent pendant 48 secondes, un mur. Là. Pour arriver à faire ça, c'est pas un jour parce qu'on a médité, ça vient, c'est pas vrai. Tout ça, c'est juste faux. C'est parce qu'on s'est entraîné, parce qu'on a commencé par une forme simple, puis qu'on a tenu une seconde, puis après 2 secondes, puis petit à petit, quelque chose s'est produit. Donc il faut juste comprendre que votre chemin mystique, votre vie humaine, c'est de l'apprentissage. C'est tout le temps de l'apprentissage. Et normalement, on est censé apprendre, on va revenir un tout petit peu au champ chakrique, c'est un petit peu le but de la journée quand même. On va apprendre au début les lois physiques dans les premières années de notre vie. Vous savez, quand on essaye de marcher, qu'on tombe tout le temps, quand on essaye d'avoir de l'équilibre, quand on développe son corps, ça dure un assez long moment quand même. Puis après, on va aller à loi, on va apprendre à l'individualité, parce que quand on est enfant, il n'y a pas, jusqu'à 7 ans à peu près, il n'y a pas de système nerveux autonome. Je mets ça en très grands guillemets, mais ça veut dire qu'on est plus dépendant de la mère qu'autre chose. Donc il n'y a pas du tout d'individualité. De 7 à 14, on va rentrer dans l'individualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est là où on commence à être dans l'énergie du père. Et puis de 14 à 7 de plus, eh bien, on va rentrer dans les différentes étapes jusqu'à ce qu'on arrive à avoir un développement complet. Et c'est à peu près 21 ans quand même, avant, voilà. C'est à peu près jusqu'à 21 ans qu'au niveau le mental commence à être développé complètement. C'est pour ça que les adolescents, ils ont toujours l'air un peu, vous savez, Gaston Lagaffe, les bras qui tombent. Vous savez, c'est parce que le cerveau se développe et qu'il bouffe beaucoup d'énergie, donc c'est compliqué, parce qu'il y a la fin du cerveau qui est en train de se développer. Donc c'est un petit peu pour ça qu'il y a ce genre de choses où ils ont l'air d'être un peu, mais très maladroit et très très con, c'est ce truc-là qui fait ça. Donc ça se développe aussi. Maintenant, il y a des choses qu'on a oubliées parce que sociétalement, on est devenu beaucoup plus matérialiste, si on peut dire ça comme ça. Euh, donc il y a des choses qu'on a assez oublié de développer la suite. Parce qu'après le mental, il y a d'autres choses qui devraient être développées. On n'a plus de rituel de passage, on n'a plus le sens de la mystique, de la vraie mystique qui devrait être apprise. Ou est-ce qu'on l'a eu un jour? Il y en a, je pense que depuis la nuit des temps, il y a toujours eu, mais à des petits niveaux, et ça grandit progressivement. Donc, tout le but du cheminement mystique, c'est de reprendre ça et de développer les parties supérieures de notre être-té. C'est à ça que ça sert. C'est de nous conduire à l'équilibre. Tout le reste, mais c'est joli, c'est tant joli, toutes ces belles théories qu'on a maintenant. Mais ça sert à quoi en vrai? En vrai, la question, si vous voulez faire ce que vous voulez comme chemin mystique, vous voulez suivre, il sert à quoi? À vous dire que vous avez un don et à vous dire que vous êtes ceci, puis à vous faire une théorie sur We don't care about that. We don't care about that. Ça n'a pas de sens. Le sens que ça a, c'est de vous rendre heureux. Et le sens que ça a, après, ça s'appelle de l'étude des textes ou de la tradition orale, si on a accès à de la tradition orale. Il faut être très prudent avec la tradition orale, en vrai. Et le reste, ça s'appelle de l'étude. Et ça, c'est pas obligatoire. Et le but, c'est d'aller à la finalité. C'est à ça que ça sert. J'espère que ça répond. Un peu d'eau. Alors,
Une chose que j'essaye de dire assez souvent, il faut équilibrer les chakras, il ne faut rien faire d'autre. Parce que si vous faites quelque chose d'autre, vous allez libérer du karma. Et vouloir ouvrir un chakra, fermer un chakra, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. C'est dangereux. Ça peut déclencher dans votre vie des trucs que vous ne voulez pas. Ça peut activer des karmas que vous ne voulez pas. J'ai toujours eu ce même principe. Tu sais, il y a des gens qui font de l'énergie sur les chakras, machin bidule. Moi, mes chakras, c'est comme mon cerveau. On ne touche pas. On ne touche pas à ça. C'est mon cerveau. Il y a mon subconscient, mon inconscient, mon préconscient, mon conscient, ma supraconscience. On ne touche pas à ça. Non, c'est hors de question. Et je vous encourage à méditer, à réfléchir. Un, je ne fais pas ça chez les gens. Je ne touche pas non plus à ça chez les gens. Ou alors, si je dois y toucher, c'est très spécifique. Réparation de pétales, des choses comme ça, en chirurgie énergétique, si on peut parler de ça comme ça. Et puis, si je vais le faire, je vais le travailler d'une autre manière. Il y a beaucoup de gens qui disent que alors, par exemple, ils disent les huiles essentielles et les chakras. C'est pas vrai en fait, parce que les chakras sont astraux. Les huiles essentielles ne sont pas astrales. Par contre, ce que ça va avoir comme effet, ce qui est intéressant, c'est que ça va avoir un effet sur votre psychologie, ça va avoir un effet sur votre ego, sur votre mental, sur votre fonctionnement, ça va vous aider à avoir des prises de conscience. Donc si vous avez quelque chose qui est, par exemple, beaucoup de colère qui va être en lien avec le feu, avec Mars, pardonnez-moi, et qu'on travaille avec des huiles essentielles spécifiques qui vont correspondre au troisième chakra si on a envie de faire un pont entre les deux, mais ça ne marche pas bien comme ça. C'est pas de bon sens. On va travailler quoi? On va travailler sur la psychologie de la personne. On va travailler sur l'inconscient de la personne. On va travailler sur le fonctionnement mental de la personne. Et la personne va prendre conscience de quelque chose, va réaliser quelque chose, et en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la manière dont l'énergie circule va changer parce que ça va libérer des nadis, ça va libérer des flegmes, ça va libérer des tensions musculaires, ça va libérer un certain nombre de choses, ce qui veut dire que l'énergie va circuler de manière plus harmonieuse. Chez la plupart des êtres humains, les chakras sont comme des fleurs qui manquent d'eau, vous savez, elles tombent un tout petit peu. Et en fait, tant que la Kundalini n'est pas éveillée, il n'y a pas ouverture des chakras. C'est pas vrai, c'est juste ça. C'est quand la Kundalini s'éveille, il y a de l'énergie qui vient. Et alors, les chakras se tournent vers la conscience Dieu et le karma est brûlé. C'est un petit peu ça qui se passe, c'est ça qui conduit à l'éveil. Et il y a une conscience profonde de ce qu'est, par exemple, le monde de la matière, ses lois et de comment il fonctionne. Il y a une conscience profonde de comment fonctionne le corps, comment fonctionne le monde astral, parce qu'il y a la conscience qui est éveillée. Les chakras, c'est les téléviseurs de la vie, c'est comme la manière dont on perçoit la vie. Et le but, alors on peut travailler sur la manière d'éveiller sur sa Kundalini. Il y a des techniques, il y a des moyens habiles, il y a des manières de faire. C'est très très documenté en vrai si on s'y intéresse un tout petit peu. Alors, encore une fois, dans la science moderne, dans le monde moderne, il y a beaucoup de choses qui sont écrites, qui sont ah, sur, ça a été douloureux, j'ai eu des psychoses, j'ai eu des machins comme un Kundalini, c'est pas vrai, il n'y a pas de ça. Depuis que je fais ce que je fais, j'en ai rencontré des gens. euh, Ça se passe en douceur, ça se passe calmement. Personne d'autre que nous-mêmes peut éveiller notre Kundalini. C'est à peu près la même chose. Vous savez, il y a un truc qui est assez simple à comprendre. C'est comme si vous dites, ah non, mais il y a quelqu'un qui est en train d'étudier médecine pour moi, quand il aura fini, je serai médecin. C'est à peu près pareil. Personne ne peut étudier pour vous. Vous êtes obligé d'étudier. Personne ne peut faire pour vous. Vous êtes obligé de faire. Et ça, c'est vital à comprendre. Et alors, donc, du coup, oh, ça va. Est-ce que jusque-là, tout va bien et est-ce que ça fait du bon sens et que c'est intéressant pour vous? Donc, un chakra, ça fait quoi? Ben, on ne sait pas. Un chakra, c'est un convertisseur de masse énergie. Il est dans le corps astral et il va convertir de l'énergie en une énergie plus dense ou une énergie dense en une énergie plus subtile. C'est tout. Ça fait ça, un chakra. Et ça libère du karma dans votre vie, un chakra. Ça sert à ça. C'est les téléviseurs de votre vie. Ce sont des convertisseurs de masse énergie qui vont convertir une énergie en une autre énergie. C'est une diode qui a la capacité de faire de la masse énergie, énergie, masse. C'est rien, c'est ça. Et c'est déjà pas mal. C'est quelque chose qui peut convertir, par exemple, de l'électricité en chaleur, de l'électricité en lumière ou de l'électricité qui fait marcher un moteur. Vous avez de l'électricité, vous avez un convertisseur masse qui va donner un résultat X ou Y. Ça, c'est un chakra. Les chakras, c'est un système global. On a tendance à les séparer. Premier, deuxième, il y a le centre, il y a des pétales.
c'est un système global. Mais en général, pour avoir une compréhension, on va les séparer. Donc, un chakra, il y a trois aspects fondamentaux. Il y a quelque chose qui va s'appeler, ça c'est Sri Shelly qui parlait de ça, qui lui réparait des télévisions. C'est un mystique qui réparait des télévisions et c'est lui qui dit les chakras, c'est les télévisions de la vie. En fait, si vous voulez, de manière relativement simple, le prana, l'énergie, elle rentre dans votre corps et elle va passer au travers, dans les nadis, au niveau du corps astral, et elle va passer au travers de vos chakras. Elle va se colorer en fonction des informations qu'il y a dans les chakras. Les informations qu'il y a dans les chakras, ce sont, c'est matériel, c'est pas quelque chose qui est psychologique ou une pensée, c'est matériel, c'est électronique. Il s'y passe quelque chose, c'est de la matière. Donc, si vous pensez spiritualité, c'est votre pensée, c'est toujours de la matière. Toujours. Ça ne peut, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, si vous voulez, vous avez des informations qu'on pourrait comparer ça à des protéines, des enzymes, des hormones. La même chose, vous avez des hormones qui donnent une information dans votre corps. Eh bien, au niveau astral, vous avez des karmas qui donnent des informations. Et il y a des karmas qui donnent certains types d'informations et d'autres types d'informations. Et quand le prana vient, si vous voulez, ben, il va y avoir, on va dire, pour que vous puissiez imaginer, il y a une réaction électrochimique qui va se produire, et cette réaction électrochimique qui va se produire, elle va donner une forme différente ou une variation différente à votre prana qui va, par exemple, être plus dense, être plus sombre, être plus... Peu importe, c'est juste pour, encore une fois, c'est pour que vous puissiez comprendre, et qui va colorer un petit peu, il va se colorer un tout petit peu. Et dans chaque partie, il va passer du côté droit, du côté gauche de chaque chakra, et il va être projeté au niveau du chakra, du sixième chakra. Quand ça va se projeter vers l'extérieur, c'est comme ça que vous allez créer et que dans le monde dans lequel vous allez vivre. C'est ce qui définit en réalité, quand les gens disent chacun vit dans sa réalité. Mystiquement, je vais le corriger, chacun vit avec son karma. That's it, c'est pas pareil. Vous ne pouvez pas faire la réalité que vous voulez. Vous ne pouvez pas faire la réalité que vous voulez. C'est impossible. Parce que si ce n'est pas dans vos mémoires, si ce n'est pas dans vos chakras, si ce n'est pas, vous ne pouvez simplement pas le créer. Parce que ça n'existe pas. C'est ce qui se passe dans le subconscient. Et là, ça demande d'autres approches et d'autres choses qui vont pouvoir permettre de. Et c'est un travail spécifique. Il y a aussi toute une partie qui est dans votre inconscient. Dans votre inconscient, il y a une partie des 7 dernières vies dans lesquelles vous êtes incarnés qui vont exister. Et là, il y a des possibilités de travail. Mais s'il n'y a pas un travail qui se fait, ça n'est juste pas possible de le faire. Donc on ne crée pas la réalité qu'on veut. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est adoucir son karma pour changer sa réalité. Et ça devient beaucoup plus intéressant. Donc les chakras, c'est quoi? C'est la télévision de la vie. Donc si vous n'aimez pas la télévision de la vie avec laquelle vous êtes, l'émission, vous avez une télécommande et vous pouvez changer de chaîne. That's nice. Ça demande juste un peu de job, c'est tout. Ça demande de l'énergie, ça demande un certain nombre de choses. Donc et chaque chakra a un champ vibratoire, a une vibration spécifique. Si on veut les remettre en notes de musique, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Et le Do, il est une octave en dessus, dans les talas, ce qui est intéressant. Donc on en a 3 octaves dans le fonctionnement d'un corps humain. On a l'octave la plus basse, si je peux dire ça comme ça, on revient à ce que j'ai dit au début, qui sont les talas. Nous avons l'octave du milieu, qui sont les chakras, et nous avons l'octave supérieure, qui sont les coronas. Le travail dont tu parles, c'est à travers la méditation. C'est un ensemble de processus. Il n'y a pas que la méditation. Que la méditation. Aujourd'hui, c'est beaucoup. Oui, il faut méditer, il faut être spirituel. Ça ne veut rien dire. Il y a un moment donné, il y a de l'homogénéité qui doit être prise en compte. Le mental fonctionne avec le corps. Ils sont liés les deux ensemble. On a tendance à vouloir les séparer. La spiritualité, c'est tous les jours ce que l'on fait au travers des attitudes que l'on a, l'alimentation que l'on a, la manière dont on vit. Tout, c'est un ensemble de choses. La méditation, encore une fois, ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. Je vais méditer ne veut rien dire. C'est une pratique qu'on a pour induire un état. Et il y a un état qui vient, qui a un état samyama ou samadhi, qui est un état spécifique. Et la méditation, c'est quand les afférences arrivent à être sur une pensée. Donc quand tout le bruit à l'intérieur du mental s'arrête, là il se produit quelque chose qui s'appelle un état de méditation. Maintenant, pour qu'il n'y ait plus qu'une pensée,
qu'est-ce que je fais? Ça, c'est la pratique, mais usuellement on dit la pratique de la méditation, mais ce n'est pas vrai, c'est la pratique d'une technique spécifique. Que vous utilisiez pranayama, la respiration, donc vous portez votre attention sur votre respiration, que vous utilisez un mantra, que vous utilisez l'introspection directe sur être conscient du jeu et ne pas laisser les pensées sortir, ce qui est la plus difficile à faire, que vous utilisez aussi des techniques qui sont des techniques de corporalité comme le yoga, le qigong, le tai chi ou des choses comme ça, c'est ce qui va vous aider à faire ce travail-là. Après, il y a un travail mystique qui est un tout petit peu plus profond. Ça, c'est la partie 1 du travail. Maintenant, pour changer, euh, il y a plus profond, c'est pas le bon terme, pardonnez-moi, mais il y a d'autres techniques, mais qui sont des techniques sur la psychologie mystique. On va travailler sur des changements de symboles, on va travailler sur des changements de patterns, on va travailler sur des choses comme ça. Alors, aujourd'hui, si on a envie de faire simple pour expliquer ce qu'on fait et ce qu'on fait depuis tout le temps, eh bien, on va utiliser quelque chose qui pourrait être comme la PNL, qui pourrait être comme l'hypnose, qui sont des techniques de changement de conscience qui sont assez intéressants. Maintenant, encore une fois, quand on travaille sur des techniques moi, je suis fan d'Erickson. Quand, quand je travaille en PNL, je travaille avec la méthodologie d'Erickson, qui pour moi est la PNL, c'est la modélisation de ce que faisait Virginia Satir et Erickson. Et en fait, c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps. La reprogrammation d'un cerveau en un claquement de doigts, c'est simplement de l'illusion. C'est simplement pas vrai. Ça demande du travail. Je pense effectivement à la pratique au sens large. Cool. Donc il y a plusieurs enchevêtrements qui sont là. Donc les chakras, c'est votre poste de télévision. Et il y a trois choses dans un poste de télévision, enfin, dans les anciens postes de télévision. Il y a une résistance, c'est quelque chose qui retient de l'énergie. Il y a un condensateur, c'est quelque chose qui va stocker de l'énergie. Et il y a un diode ou une ampoule. Et le diode ou l'ampoule, ça va faire quoi? Eh ben, ça va convertir de l'énergie. Si vous regardez votre écran d'ordinateur, ben, vous avez plein de petits points. Alors, je ne suis pas très sûr de ça, mais on va dire que c'est des 0 et des 1. Je crois bien que c'est ça, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, parce que dans la technique, ce genre de technique-là, je ne suis pas des plus doux au monde, mais c'est des 0 et des 1. Puis en fait, ça va créer une image, et ça fait comme ça tout le temps. Et en fait, ça convertit de l'énergie, ça convertit une information en une autre information. Votre cerveau fait exactement la même chose. Alors, quand on parle de chakra, il faut garder à l'esprit que c'est quelque chose de simple. L'anatomie des chakras, étudier les chakras, parler des plans de conscience dans les chakras, ça peut devenir compliqué si on en a envie, mais à la base, c'est quelque chose de simple. Vos chakras, c'est des états de votre conscience. Ces états de votre conscience, ils vont libérer karma ou pas. Ça va dépendre. Et quand l'énergie n'est pas harmonieuse dans un chakra, eh bien, vous n'aurez pas conscience d'un certain nombre de choses. Par exemple, si on parle du quatrième chakra, excusez-moi, qui est il y a la partie taureau du troisième chakra, du quatrième chakra, pardonnez-moi. Mais qu'est-ce qui va se passer si vous n'avez pas d'énergie à ce niveau-là? Ben, ce qui est la beauté de la vie, ce qui est l'épicurisme, si on peut dire ça comme ça, ce qui est l'art, vous serez très peu sensible à ça, en fait, simplement. Et vous allez devoir apprendre, si vous comprenez, si vous voulez savoir, sinon ça va être un peu compliqué pour ici, pardonnez-moi. Euh, si vous voulez devenir sensible, ben, il va falloir travailler, faire quelque chose pour harmoniser, équilibrer et amener de l'énergie à ce niveau-là. Pour ça, encore une fois, il y a des mantras, il y a des prises de conscience, il y a un certain nombre de facteurs qu'on peut faire. Donc, c'est quelque chose de relativement simple. Ça a trois aspects, ça stocke, ça transforme et ça libère de l'énergie. Si vous comprenez ça, vous comprenez comment fonctionne le modèle des chakras. Maintenant, dans votre vie, ben, si vous avez des problèmes, pardonnez-moi, dans votre vie, vous regardez où il y a des déséquilibres. Et où il y a des déséquilibres va vous dire où vous manquez d'énergie. Et de là, vous allez pouvoir travailler pour amener de l'énergie. Comment on fait pour amener de l'énergie à quelque part? C'est super facile. En fait, il faut partir du principe que votre psyché, quand elle se met en mouvement, va donner une information à votre ego, il va en mettre une partie de côté ou pas, et l'ego va faire quelque chose, activer des pensées, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Quand on fait un effort conscient pour pouvoir, c'est la formule K est égale à I fois D.
Quand on fait un effort conscient de poser sa pensée sur quelque chose de spécifique et de donné, eh bien ce quelque chose de spécifique sur lequel on pose sa pensée va commencer progressivement à se manifester dans le quotidien. C'est la véritable loi de l'attraction. C'est pas demander à l'univers, c'est puéril et en plus ça ne fonctionne pas. Give me, give me, give me. It's not the good way. Never. Mais par contre, donner son attention, et après il y a d'autres petits paramètres qui rentrent en ligne de compte, par la pensée régulière, par la manifestation régulière, par mettre de l'énergie régulière, eh bien à un moment donné quelque chose va se produire, c'est que ça va gentiment faire quoi? Déclencher un karma. That's it. C'est aussi simple que ça. Par contre, il y a un truc qui est à prendre en compte qui s'appelle le délai saturnien. Le délai saturnien, c'est le temps de réalisation de quelque chose. Tout projet, quel qu'il soit, a un temps de réalisation. Et il y a un certain nombre de facteurs qui se calculent en plus, mais qui vont influencer ce temps de réalisation. Donc, par exemple, si vous voulez, je ne sais pas, commencer votre entreprise d'Otera, parfait, vous avez le jour 1 où vous commencez. Maintenant, il va y avoir un temps de réalisation pour obtenir du succès. Si vous avez votre pensée gardée de ce que vous voulez obtenir, là où vous voulez aller, comment vous voulez y aller, ce que vous voulez faire, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous allez mettre simplement de l'énergie. Et cette énergie va permettre de matérialiser un certain nombre de choses qui vont vous amener au résultat choisi. Le délai saturnien, c'est ce qui va décider quand vous arriverez à votre objectif. Et ça ne se contrôle pas. Et c'est la plus grande bénédiction qu'il y a, parce que sans délai saturnien, votre pensée se réaliserait immédiatement. Mais en se réalisant immédiatement, on a quand même, on est des enfants, et des fois on a des pensées qui sont absolument, absolument absurdes. Vous savez, quand on est gosse, puis que nos parents sont super sympas et ils nous agacent plus profondément, puis moi je voudrais plus qu'ils soient là, mes parents. Euh, Plus là, c'est ça le délai saturnien, ça nous préserve de ça. Alors, donc, par exemple, si je veux mettre plus d'autodiscipline dans ma vie, je concentre mon attention sur le chakra Mars et je nourris la pensée de l'autodiscipline au quotidien. Cela va m'aider avec l'autodiscipline. Possiblement, ça peut faire ça, oui. Chakra Mars, c'est de l'énergie. L'autodiscipline, il faut peut-être aller la chercher un petit peu plus en bas au niveau Saturne. C'est au niveau Saturne qu'on va pouvoir parler pas mal d'autodiscipline. Saturne, c'est l'immobilité du corps. Donc là, on va peut-être trouver un petit peu plus. Bon, maintenant, on fait quoi avec l'arbre des chakras? Parce que c'est bien joli, on a un arbre à chakras, on fait sapin de Noël, là, c'est super joli, il est illuminé, il a cette jolie couleur, il y a des couleurs à l'intérieur, il y a des beaux pétales, il y a les pétales, c'est des états de conscience mystique, juste monstrueux, majestueusement beaux. Donc, mais on fait quoi? Ça sert à quoi? Ben, ça sert à avoir une compréhension de l'évolution vers le haut et de là où on doit aller pour atteindre la conscience cosmique. Ça permet de comprendre les expériences de la vie qu'on traverse. Ça nous permet de travailler et de changer certains aspects de notre vie. C'est à ça que ça sert. Ça sert à ce que l'on puisse oh là là, cosmoliser notre être-té. Et ça, c'est quelque chose qui, c'est Rta, c'est la science de l'univers et se mettre en accord avec l'univers et cosmoliser notre être. Quand on commence à comprendre comment cosmoliser son être astral, alors la vie se transforme et elle se transforme absolument dans une très très grande profondeur. Quand on met le système solaire à l'intérieur de soi, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Vous pouvez vous amuser à faire juste une seule chose. Vous regardez où sont les chakras, alors peu importe si vous ne les mettez pas tout à fait au bon endroit, mais vous avez sacrum, nombril, plexus solaire, plexus cardiaque, thyroïde, centre du front. Et là, vous mettez le symbole astrologique de Saturne. Vous pouvez le regarder sur une image ou sur votre écran d'ordinateur si vous voulez. Puis vous posez votre conscience là, puis vous le dessinez dans votre sacrum. Vous imaginez qu'il est brillant, joli, beau, lumineux. Puis en montant, vous mettez Saturne. Puis après, vous mettez Mars. Puis après, vous mettez Vénus. Puis après, vous mettez Mercure. Puis après, devant, vous mettez le Soleil. Et en face, vous mettez la Lune. Et vous faites juste ça. Puis vous faites ça faites ça plusieurs fois. 2 minutes, 3 minutes, matin, 3 minutes le soir. Et vous faites ça pendant 3 mois ou un mois, puis vous observez. Donc vous notez dans votre journal, vous regardez ce qui se passe et vous verrez. Ça s'appelle cosmoliser son être. Après, il y a d'autres choses qu'on peut rajouter, mais c'est un petit peu ça. Donc, voilà un petit peu sur les chakras. Oui, 12h, 13h49, oui, c'est bien. Voilà un petit peu sur les chakras. Si vous avez des questions, eh ben, j'y réponds. Sinon, eh ben, on se recroisera la semaine prochaine. Et si vous voulez inviter des gens, parce qu'il y a des lives qui sont passionnants tous les jeudis,
Eh ben, avec plaisir, vous pouvez leur parler du groupe, ils peuvent venir quand ils veulent. Il y a encore des lives qui vont arriver, il y a d'autres choses qui vont arriver aussi. Deux, trois choses. Donc, invitez les gens, partagez, parlez-en avec plaisir. Ça me fera plaisir et ça m'aidera aussi à continuer à faire ce qui me tient le plus à cœur au monde, enseigner. Alors, eh bien, a priori, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Hops. Vu qu'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une extraordinaire journée. Ah, est-ce que tu peux résumer ce que ça fait de cosmoliser les chakras? Alors, je vais répondre différemment. Non. Pas pour t'embêter, mais pour une autre chose. Essaye, et puis tu verras. Parce qu'en fait, si je te dis, si tu fais ça, il va se passer ça, il y a deux choses. Il y a une chose que j'ai horreur, qui s'appelle de la surimposition. Je vais orienter ton mental à ce que je veux et à ce que je crois. Si je te dis fais ça, tu verras, je vais laisser ton mental expérimenter et ton mental va dire ah ah ou non. Il choisira, il verra, il est grand, il est libre et il faut lui faire confiance parce qu'il est très utile le mental quand on commence à ne plus être identifié et collé. Donc essaye de le faire avec ça prend pas beaucoup de temps, c'est intéressant de noter ce qui s'y passe avant, pendant, après. Et fais-le pendant 10, 15, 20 jours et tu verras si ça t'amène du bien-être. Si ça t'amène du bien-être, continue, continue. Dans l'exercice des yamas et dhyana, la discipline est citée au niveau du chakra Mars. Pourquoi la discipline? Alors, oui, dans les yamas et les niyamas, on va parler de ça aujourd'hui, la discipline est au chakra Mars. Maintenant, il y a une manière de travailler la discipline physique, c'est la plus dure, c'est de la travailler au niveau saturnien. Parce qu'au niveau saturnien, c'est là où on peut intervenir. Mais ça, c'est autre chose. Mais oui, la discipline est au niveau Mars, au niveau du feu. Elle sert à réguler le feu. Maintenant, la discipline en tant que pratique physique, elle va se situer là. Elle va se situer à ce niveau-là. Mais là, c'est un petit peu plus en avant que. Alors, essayez de pratiquer. Et puis, ce que vous pouvez faire, c'est partager vos expériences. C'est quelque chose qui est très aidant en vrai. Et ça me paraît logique, j'en suis ravi. C'est ce que vous pouvez faire, c'est aussi partager ici, revenir par exemple sur le live et partager, euh, parce qu'en fait c'est très aidant. Ça crée quelque chose qui, un, encourage les autres, deux, vous permet de vous sentir soutenu, et trois, aidant pour tout le monde, pour que les gens puissent aller vers plus de joie, plus de bonheur, parce qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de choses qui sont voilà, c'est comme ça que c'est ainsi, c'est pas grave en vrai. Et quand on commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui transforme notre vie, eh bien, ça devient bien intéressant. Et le Kriya Yoga, ça transforme la vie. Et ça, c'est une certitude absolue. Je vous souhaite une extraordinaire journée. On se revoit jeudi. Après, je prendrai des vacances de Noël et je reviendrai au mois de janvier. Donc, je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous. Soyez infiniment bénis. Soyez triplement bénis. À bientôt.